Et là, j'ai l'impression qu'on est en fait en train de reprendre, d'arrêter, de dire stop. Ce que vous avez bien fait jusqu'à maintenant, on arrête. Comme on a des petits calculs politiques, on va créer maintenant en fait une niche francophone parce que moi, je pense qu'elle n'existe pas vraiment. Les Franco-Israéliens sont-ils des Israéliens comme les autres? On va en parler aujourd'hui dans Pas d'amalgame. On ne s'était pas retrouvés en plateau depuis très longtemps. Merci à mes trois invités. À ma droite, Yom Tov Khalfon. Vous êtes sur la liste de Naftali Bennett pour le parti Yamina. Vous avez fondé le mouvement Aleinu il y a quelques années. Daniel Benaïm, bonjour. Vous avez été directeur de l'Agence juive de 2014 à 2019. Et alors vous, cette histoire de communauté francophone, elle vous dérange un petit peu? Vous pensez qu'elle peut éventuellement freiner l'intégration des Français qui sont ici? Puis à ma gauche, Avram Azoulay, vous avez fondé le Petit Hebdo il y a 20 ans. Et vous allez nous donner votre avis sur cette histoire de communauté francophone. A-t-on intérêt à la préserver, à l'entretenir ou non? Je voudrais qu'on démarre avec Yom Tov, peut-être, qui est là. Yom Tov, vous avez fondé un mouvement qui s'appelait Aleinu il y a 4-5 ans, qui était un mouvement qui se disait apolitique, mais dont l'objectif était... pluripolitique. Pluripolitique, ok. Et dont l'objectif était de pousser à la présence des Français sur les listes électorales. En quoi cette présence spécifique des Français, elle pouvait changer quelque chose? Et elle peut changer quelque chose pour la communauté francophone ici. Bon, on est parti d'un constat que les francophones d'Israël avaient réussi à s'intégrer, à arriver à avoir des places importantes dans presque tous les secteurs. On a des grands rabbins en Israël, qui sont grands rabbins connus de tout le public israélien, et aussi francophones. On a des grands professeurs d'université, des penseurs, des journalistes. Des épidémiologistes. Oui, notamment. Cyril Cohen, évidemment, on le voit. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un secteur où les francophones n'existaient quasiment pas. C'est le secteur de la vie politique. Pas de députés à la Knesset, presque pas de conseillers municipaux dans les conseils municipaux, pas de maire, pas de ministre et pas de premier ministre. Donc on s'est dit comment cela se fait. Et en réalité, on s'est rendu compte que la manière dont la politique israélienne est organisée, elle est organisée de manière tribale. C'est pas forcément quelque chose qu'on avait l'habitude de connaître en France. La France est un pays assimilationniste. C'est un pays où on ne veut pas voir les différences entre les gens. On laisse la religion à la maison et on ne s'intéresse pas d'où viennent les gens. Israël a plus une politique intégrationniste. C'est-à-dire que chacun garde sa spécificité et pour exister, justement, on doit être membre d'une tribu. Pour autant, si on s'adresse aux Français qui sont arrivés il y a 15, 20, 30 ans, ils ne connaissent pas ça, ils ne comprennent pas qu'on pousse les Français à faire entendre leur voix en tant que Français. Daniel Benaïm. Non, mais juste pour finir sur ce point, c'est qu'on s'est rendu compte que justement, du fait que les Français ne rentraient pas dans ce jeu, qui est le jeu qui est ici, on peut l'aimer, pas l'aimer, il existe. Du coup, leurs besoins spécifiques n'étaient pas forcément pris en considération. Et parce en fait, ils participaient pas au jeu. Et donc, c'est pour ça en politique, évidemment. Et c'est donc pour ça qu'on a décidé de pousser des francophones. Mais attention, les francophones qu'on a poussés, au niveau de leur qualité, avaient toutes les qualités pour être élus, même s'ils n'étaient pas francophones. Ce sont des gens qui parlent parfaitement l'hébreu, des gens qui ont une carrière personnelle, professionnelle digne de ce nom et qui auraient pu être élus sans avoir cette étiquette. De la parité ou de l'affirmative action qu'on pourrait dénoncer parfois. Est-ce que les Français ont vraiment des choses à gagner très concrètes à être en politique? Et après, on reviendra à l'Alia des Français il y a quelques années. Je pense que oui, puisque en malasot, comme on dit en Israël, la vie politique occupe une part très importante de la vie. Et pour exister, pour avoir des droits, on sait qu'à l'heure actuelle, on en parle tellement qu'on ne se rend même pas compte comment se fait-il que ce ne s'est pas réglé ce problème. Le problème de la reconnaissance des diplômes, par exemple, des francophones. On sait que pour régler ce problème, il faut un poids politique, car il y a des forces contradictoires et que les associations font un travail extraordinaire. Beaucoup de gens font un travail extraordinaire, mais on voit bien que sans force politique, on a beaucoup de mal à régler les problèmes. Et encore une fois, je reviens sur le mot, c'est la règle du jeu. On peut ne pas l'aimer, mais c'est la règle du jeu en Israël. Daniel Benaïm, quand on dit les Français ont droit à des droits particuliers parce qu'ils peuvent avoir certaines faiblesses et il faut les défendre un peu plus, comment vous réagissez? J'ai un peu de mal en fait avec cette affirmation parce que j'ai pas l'impression ni le sentiment que les Israéliens d'origine française aient des besoins spécifiques. J'ai pas non plus l'impression que les Juifs français qui souhaitent faire leur alia aient des besoins spécifiques, si ce n'est
que chaque communauté, finalement, a des besoins spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, Yom Tov vient de parler de la reconnaissance des diplômes. Ce n'est pas un problème lié à la France, ce n'est pas un problème lié au diplôme français. Parce que on laisse penser, et c'est ça qui me dérange un petit peu, que ce problème est spécifique aux diplômes français qui seraient bannis du marché israélien. Il y a un problème de reconnaissance des diplômes de façon générale, des diplômes venant de l'étranger. Moi, je pense que c'est un problème sociétal, c'est un problème de société. Il y a un problème d'équité. Il y a moins un problème de discrimination du diplôme français. Mais c'est juste un exemple qui vient d'être cité. En fait, moi, j'ai le sentiment que le modèle israélien, par exemple, à la différence du modèle français, est un modèle qui a réussi à intégrer des Juifs originaires du monde entier. Et qu'au fil des années, en fait, la différence s'estompe, s'efface. Et j'ai le sentiment que ces dernières années, c'est-à-dire, si on reprend par exemple le cheminement que Yom Tov vient de décrire, il y a des professeurs d'université qui sont d'origine française, il y a des grands médecins, il y a des personnes qui sont intégrées dans tous les domaines de la société. Mais ces personnes-là, finalement, ont eu un cheminement personnel en tant qu'individus, ils ne l'ont pas eu en tant qu'Israéliens d'origine française. Je ne vois pas pourquoi, finalement, dans le champ politique, il faudrait avoir une démarche différente. Il faudrait souhaiter qu'un député ou un conseiller municipal, ce qui le rend éligible, ce soit le fait qu'il soit originaire de France ou qu'il représenterait une pseudo-communauté. Moi, j'ai plutôt l'impression et le sentiment qu'il est nécessaire de continuer à développer des communautés au sens, je dirais, de centres d'intérêt, de formes de clubs. C'est-à-dire une synagogue est une communauté, un club de bridge est une communauté. Enfin, d'arriver... Mais pas laisser entendre que les Français pourraient avoir des droits spécifiques. Non, c'est de ça qui vous tisser un dérange. lien social, c'est nécessaire parce qu'on est un petit peu déraciné dans le cadre d'une alia et d'une intégration. Mais de là à sous-entendre qu'il y a des besoins spécifiques et auxquels il faudrait apporter une réponse spécifique, j'ai l'impression que ça crée justement le côté tribal dont Yom Tov a parlé, c'est-à-dire aussi un petit peu la guerre des clans. On a laissé entendre, par exemple, pour revenir sur une histoire très récente, que la fermeture de l'aéroport puis l'ouverture à certaines lignes qui ne comprenaient pas Paris, mais Francfort, ça venait peut-être éventuellement d'un manque de force de la représentation française, d'un manque de force du lobbying franco-israélien ici en Israël. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire d'aéroport ? Pas automatiquement l'aéroport. Je ne voudrais pas attaquer sur le côté de l'aéroport parce que, en fait, ce qui s'est passé à l'aéroport, c'est que quand on connaît, qu'on a le bras long et qu'on connaît Yom Tov Khalfon ou Yossi Tayeb, alors on arrive avec des cas spéciaux à les faire rentrer et ceux qui ne connaissent pas ne savent pas. De la fermeture des lignes de Tel Aviv-Paris. Certains ont dit parce que les Français ne sont pas assez costauds et donc c'est Francfort qui a été ouvert. Il faut quand même rappeler que l'aéroport a été fermé dans son intégralité, pour l'ensemble des pays, pour l'ensemble des gens. C'est-à-dire que là aussi, on a eu un... C'est anecdotique, hein, oui, mais j'essaie de savoir. Voilà. C'est anecdotique, mais c'est anecdotique immédiat. C'est-à-dire qu'on a eu un discours qui laissait entendre qu'il y avait, encore une fois, une ségrégation des Français. Alors, est-ce que c'est vrai ou non ? Que les Français avaient besoin d'un régime particulier. Les Français sont quand même un peu parano. On a toujours l'impression qu'on est les victimes. Donc, alors, en fait, est-ce que les Français sont un peu les victimes ? Est-ce que les Français sont un peu les victimes ? Elles se sentent victimes. Est-ce qu'elles sont victimes, c'est autre chose. Mais je veux rebondir quand même sur ce qu'a dit Daniel, qui est quand même 5 ans à l'agent juif, qui revient de la shlichut de l'agent juif, et qui dit quand même que c'est pas normal, entre guillemets, que les Français veuillent rester très français. Ils préféreraient plus, je pense, l'intégration que l'assimilation. Je ne sais pas si c'est... Non, je dis que le système intégrationniste en Israël fonctionne à merveille. C'est-à-dire que quand je regarde ma génération qui était en Israël il y a 30 ans, la génération qui est venue après, des générations qui ont suivi, elle s'intègre. Il faut juste donner le temps à l'intégration de se faire. Là, tu parles pour toi. Tu es dans un certain âge, mais il faut penser aux personnes, je ne sais pas, 55 plus, des gens qui sont arrivés ces 10 ou 15 dernières années et qui, entre nous, ne sont toujours pas intégrés en Israël, ne parlent toujours pas hébreu, qui sont plus branchés sur I24 ou Kalita que sur Arutz Time. Donc, il faut s'occuper d'eux. Entre notre volonté et la réalité, il y a quand même un fossé. C'est ce que j'ai appelé le tissu social. C'est ce que j'appelle le tissu social. Il ne nécessite pas obligatoirement une représentation, une incarnation politique. Je pense que c'est très important. Moi, je l'ai toujours dit aussi quand j'étais à l'agence juive. L'ALIA aujourd'hui est facilitée
par le fait qu'il y ait ces médias francophones, par le fait qu'il y ait une boulangerie française. C'est des choses qui aident. Je ne dis pas qu'il faut arriver ici et faire comme dans les années 50, delete, effacer tout le passé et recommencer à zéro, reset. Oui. C'est pas ça ce que je dis. Je dis simplement que je ne suis pas sûr que même ces personnes âgées aient besoin d'une représentation politique. Elles ont besoin d'un lien social. Est-ce que finalement, pardon, c'est pas uniquement de la stratégie politique finalement. On voit une communauté, on se dit, allez, après tout, c'est des électeurs en plus, on va leur parler à eux spécifiquement, on va cibler des droits qui peuvent être les leurs, et ça va en apporter des voix. Il y a toujours une stratégie. Les Éthiopiens, les Russes aussi sont demandés et on les exploite. Demandez à Lieberman comment il est monté jusqu'à présent, c'est grâce aux Russes. Je ne sais pas aujourd'hui où il en est. Justement, là, c'est un bon exemple. Je vais rebondir sur ça. À la différence d'un professeur d'université qui a besoin de faire des mercarim pour monter de grade, en politique, pour monter, il faut avoir des électeurs. C'est la marchandise qui est, entre guillemets, je ne veux pas entre guillemets, où c'est le produit. Je pense que c'est un mot plus approprié qu'on doit apporter. Plus élégant. C'est plus élégant. On peut être un très grand... je ne sais pas, penseur, idéologue, etc., écrire des livres, on ne sera pas forcément élu. Pour être élu, il faut apporter des électeurs. C'est pour cela, et c'est pour ça que je reviens sur le système tribal. En réalité, chaque député à la Knesset, chaque parti, représente une sous-classe ou un secteur. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'occuper d'autres sujets. Je prends un exemple. Le maire d'Eilat est candidat sur la liste de Sahar. Il a été placé sur la liste parce que les habitants d'Eilat ont eu le problème avec l'aéroport, ont senti que le Likoud s'occupait moins de la ville d'Eilat, et donc leur maire a quitté le Likoud, est parti voir un concurrent du Likoud, et va faire en sorte que les gens d'Eilat qui jusqu'à présent votaient Likoud vont voter Sahar. C'est exactement le même. J'ai deux questions, pardon, quand je vous entends. Et le maire de Sderot, il est dans. Et le maire de Sderot, j'ai pas voulu vendre tout de suite notre produit, le numéro 3 de Yamina, qui est parti, qui est le numéro 3 de Yamina. Est-ce que les intérêts politiques ne sont qu'une succession d'intérêts communautaires ? Non. Non, je ne dis pas ça, mais je dis que à partir du moment où on doit faire venir des électeurs aux urnes, on doit les faire venir sur des sujets qui les intéressent. Et de la même manière qu'un habitant d'Eilat qui a vécu, par exemple, manque de considération du gouvernement sur un sujet qui lui est proche, va être tenté de voter pour son maire dans une autre liste pour faire avancer ses intérêts, sachant qu'il connaît son maire, il sait que son maire sera aussi un bon député qui s'occupera d'autres problèmes. C'est la même idée par rapport aux communautés d'origine, que ce soit les francophones, les russophones, les éthiopiens. C'est qu'en réalité, je reviens sur le point que j'ai dit, les personnes qui les représentent sont tout à fait capables de s'occuper de tous les sujets qui ont un trait au Ham Israël, mais du fait qu'ils viennent d'une communauté spécifique, ou de la même manière qu'un maire vient d'une ville spécifique, ils auront une certaine sensibilité pour les sujets qui sont chers à cette communauté. Et c'est ça l'idée de la représentation francophone. On n'est pas là pour s'occuper que des francophones, on est là pour s'occuper d'abord avant tout du Ham Israël, mais avec une sensibilité particulière pour les francophones. Et qu'on le veuille ou non, dans la vie politique, ça marche comme ça. C'est-à-dire que ce que présente Daniel, c'est l'idéal, c'est un peu la Sheïfa. C'est un peu vers ce qu'on devrait aller. C'est-à-dire que demain, un ministre... J'ai l'impression qu'on y était. Moi, j'ai l'impression, c'est justement là, c'est ce qui me pose un petit peu problème, c'est que j'ai l'impression que sur ces questions-là, on régresse. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que... les Juifs français, donc les Israéliens d'origine française, ont toujours été un exemple d'intégration. Ils ont souhaité, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, c'est important de le rappeler, beaucoup d'entre eux, même dans les moments difficiles, et moi j'ai quand même accompagné l'Alia après des moments douloureux en France, beaucoup d'entre eux arrivent en Israël avec une idéologie assez forte et avec une volonté de venir en Israël, moins dans un esprit de fuite. Et par conséquent, quand ils arrivent ici, l'une de leurs volontés premières est de s'intégrer à cette société, de devenir des Israéliens, chacun à son niveau, chacun à sa façon, chacun en fonction de l'âge auquel il arrive et avec le bagage qu'il apporte avec lui. Et là, j'ai l'impression qu'on est en fait en train d'arrêter, de dire stop, ce que vous avez bien fait jusqu'à maintenant, on arrête. Comme on a des petits calculs politiques, on va créer maintenant en fait une niche francophone, parce que moi je pense qu'elle n'existe pas vraiment, qu'il n'y a pas vraiment des besoins de dire qu'aujourd'hui il y a des problèmes de l'Alia des Juifs de France parce que le gouvernement n'est pas mobilisé. Moi j'ai quand même été
été à la tête d'une institution qui avait pour mission de faire venir les Juifs de France dans l'un des moments les plus difficiles de l'histoire de la communauté juive en France. J'ai pas senti qu'il y avait de problèmes de budget, j'ai pas senti qu'il y avait des problèmes d'aide. Il y avait un ministère de l'Alliance et de l'intégration qu'on considérait comme un ministère russophone, mais qui a débloqué des budgets qu'aucun ministère n'a débloqué jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que j'ai l'impression que de monter des communautés les unes contre les autres, de dire ça y est, on s'est débarrassé des Russes, maintenant on va passer nous, c'est plus ça, c'est les Éthiopiens. J'ai l'impression en fait qu'on défait un travail de cohésion d'une société. Et d'intégration qui avait très bien marché. Je suis d'accord en théorie, mais il faut regarder la réalité. Je pense qu'au niveau de l'Alia de France, Taïnou, on s'est, à mon avis, trompé. Les chiffres sont désespérants. On est très mauvais, je trouve. Les chiffres de quoi, pardon ? Les chiffres de l'Alia. On est à 2000, 2500. Pas dû aux responsables de l'agence juive, mais je pense qu'on n'a pas tout compris. Et il faut reconnaître, sur les 2500 qui viennent, et avec les années, il y en a aussi beaucoup qui partent. Donc, quelque part, les Français galèrent. Beaucoup de Français galèrent. Et est-ce que c'est parce qu'on ne leur parle pas spécifiquement à eux ? Peut-être qu'il n'y a pas une Miflaga, un parti qui a décidé que ce serait vraiment son porte-drapeau, comme Lieberman l'a fait avec les Russes. Ça a marché. Non, mais je crois comme les Éthiopiens aussi, on s'est occupé Au niveau des Français, je trouve qu'on est en échec. Je crois que c'est une lecture. Peu d'Alia, beaucoup qui reviennent, et quand ils sont là, beaucoup galèrent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas que dû au Corona, c'était avant le Corona. Donc là, je pense qu'il faudrait quelqu'un de courageux qui dise l'Alia de France, c'est mon dada et je vais m'en occuper à Dassault jusqu'au bout. Et 50 000 vont arriver dans les 3 années. Est-ce qu'il y en a un qui l'a dit encore ? Oui. Même Bibi ne l'a pas dit. Alors il y en a qui l'ont dit. C'est très bien de le dire, effectivement. Il y en a qui étaient 6 ans au gouvernement et qui n'ont rien fait pour. Et quand ils ont quitté le gouvernement, ils se sont rappelés qu'il y avait une Alia des Juifs de France et que maintenant ils allaient s'en occuper. Et qu'ils avaient des grands projets, des grands programmes, des belles utopies. Ça, c'est vrai. Mais il faut quand même remettre la réalité dans son cadre, je crois. Le fait de comparer continuellement l'Alia des Juifs d'Éthiopie, l'Alia des Juifs de l'ex-URSS, à l'Alia des Juifs français d'un pays occidental complètement libre, je pense que c'est quelque chose qui est complètement erroné. L'une des raisons fondamentales pour laquelle l'Alia des Juifs de France est si difficile, c'est parce qu'il y a la possibilité du billet retour. Chose qui n'existe pour quasiment aucune autre des alias que vous avez citées précédemment. Quand on regarde les Éthiopiens, c'est un aller simple, il n'y a pas vraiment de retour possible, imaginable. Donc, globalement, ils n'ont pas d'autre choix. La plupart des personnes... Ça se passait aussi pour les Français il y a 30 ans, ils ne rentraient pas tellement en fait. Ils venaient et restaient. Mais parce qu'effectivement, tout le système du retour était complètement différent. Mais moi, par exemple, j'ai assisté à un salon de l'Alia à Saint-Pétersbourg. C'est pas uniquement des propos. J'ai vu ce que signifie l'Alia dans un pays comme cela. Vous avez par exemple une formation professionnelle qui est proposée. Vous avez 20 places pour une formation de chauffeur d'autobus. D'accord ? Vous avez 500 candidats. C'est pas parce que l'État d'Israël a décidé qu'il fallait plus aider les originaires de Saint-Pétersbourg. Vous allez au salon de la Aliyah à Paris, vous proposez une formation à des personnes qui n'ont aucun diplôme en France, qui vont faire leur Aliyah. Vous leur proposez une formation de chauffeur d'autobus. Vous avez 20 places pour les Français. Combien il y a d'inscrits ? 0. C'est parce que quoi ? C'est parce que les Français considèrent l'Alia comme une option. Non, alors oui, c'est ce qu'on va me répondre. Parce que le Français ne peut pas être chauffeur d'autobus. Donc on devrait lui proposer quelque chose qui est adapté. Moi, je crois pas que le problème est là. La réalité. Pardon, je comprends pas en fait comment on arrive de ça à ça. On arrive de ça à ça. Je ne suis pas complètement d'accord parce que finalement, il y a beaucoup d'ingénieurs et de toutes sortes de métiers qui travaillent aujourd'hui dans du télémarketing, qui font de la téléphonie toute la journée. Je ne crois pas qu'ils prétendaient à faire ça. Et comme ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils mangent. Ils l'ont fait. Je ne crois pas qu'il y en ait tant que ça. Il faut quand même se rappeler, c'est important aussi, qu'il y a à peu près 40% de la Alia des Juifs de France qui est une Alia non diplômée. C'est pas handicapant, je dis pas ça de façon négative. J'essaie de décrire une réalité. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça ne légitime pas le fait de les aider spécialement ? Est-ce que ce que vous dites, ça ne va pas à l'encontre de ce que vous dites ? Je ne crois pas encore une fois, encore une fois, juste pour terminer mon propos, je ne dis pas que j'ai dit tout au début de l'émission, de notre entretien, que je considère qu'il doit y avoir un souci de la spécificité et de la particularité. Cela ne signifie pas qu'on ne le fait pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des programmes adaptés à chaque communauté d'origine parce que les besoins sont différents. Je ne considère pas qu'aujourd'hui, cela n'est pas fait. Quand il a fallu, à partir de 2014, créer, par exemple, des postes de conseil d'intégration dans les mairies, ça n'existait pas. Ça n'existait pas des conseils d'intégration francophones. Quand il a fallu développer des postes au ministère de l'intégration il a fallu une pression politique pour que ça existe. Je pense qu'elle a existé avant la pression politique. Il y a une vraie volonté, c'est vrai que c'est fait, mais il faut voir les résultats. On est en échec. Alors, excusez-moi. Je ne suis pas entièrement d'accord non plus avec l'échec. Il y a une contradiction quand même de dire, d'une part, ce que j'entends en tout cas, c'est qu'apparemment, l'intégration des francophones se passe bien.
et qu'il n'y a pas besoin se passe bien sur la durée. sur la durée, qu'il n'y a pas besoin Sur le papier, surtout. de se tourner vers eux de manière spécifique d'un point de vue politique. Mais selon ce que j'entends, même au niveau associatif, peut-être que les associations qui aident les Olim devraient peut-être pas forcément exister ou se mélanger avec tous les Olim de manière générale, puisqu'apparemment il n'y a pas de besoin spécifique pour les francophones. Personnellement, j'aurais pu penser ça, parce que si je prends ma vie personnelle, mon parcours quand je suis arrivé moi à 18 ans en Israël, Baruch Hashem, j'ai pas connu de difficultés majeures ni pour intégrer l'université, ni pour trouver un travail. Maintenant, si je vois par exemple des gens autour de moi, que ce soit, je prends par exemple des gens qui sont arrivés au milieu de leur vie, pas à l'âge de 18 ans, des gens, des pères de famille qui viennent à 35-40 ans avec 3-4 enfants en bas âge, qui doivent rentrer dans les structures éducatives qui ne sont pas adaptées au Olim. Dans beaucoup de cas, on a eu un phénomène ces dernières années de violence qui est arrivé même jusqu'au meurtre, on le sait, dans la communauté francophone, ce qui a poussé par exemple à créer avec Kalita et Naftali Bennett au ministère de l'Éducation le programme Mechoubarim, qui sont des structures extrascolaires qui se tournent spécifiquement vers les francophones. Non, qui est le financement d'une structure extrascolaire déjà existante. C'est important de faire la différence entre les choses, parce que ce genre de projet, en fin de compte, c'est une décision politique. La décision politique a été uniquement d'aider financièrement. Alors, je suis désolée, on n'a plus que 3 minutes, ça va. Alors, je veux juste très finir vite, sur ce point. et je voudrais vous poser une dernière question avant de les finir. budgets qui sont liés à ce projet, c'est ce qu'on appelle des ksafim coalitionnim. C'est-à-dire que ce sont des budgets qui viennent, ce sont des budgets politiques. Ce sont des budgets politiques. Ces budgets n'ont pas été mis à disposition par Sofa Landwehr, qui était la ministre de l'Intégration, mais par Naftali Bennett avec son ministère de l'Éducation. Et donc, ça prouve que oui, il y a un moment donné, et je vais finir avec une petite anecdote. J'étais le coordinateur du lobby francophone de la Knesset durant la 19e Knesset avec Yoni Shedboun. Nous avions écrit un projet de loi qui s'appelait Tsarfat Trila, la France d'abord, qui considérait à donner un budget spécifique pour les Français, pour l'Alia francophone. On l'a vu cet argent un jour. Alors justement, lorsque ce budget a été déposé, a été voté en gouvernement, la ministre de l'époque, qui s'appelait Sofa Landwehr, a décidé de détourner une partie du budget vers l'Ukraine, car il y avait eu la crise de Crimée à l'époque en Ukraine, et le budget qui était pour les francophones a été détourné en partie vers les Ukrainiens. Ça, c'est de la politique. Je sais que dans un monde idéal, une ministre ne devrait penser qu'à tout le monde de manière égale. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte. C'est pour ça qu'elle a des électeurs à qui elle devait, et je sais qu'elle s'en est vantée après devant ses électeurs, qu'elle a fait passer une partie des budgets pour l'Ukraine. Elle a une grande communauté ukrainienne qui vote pour elle. Et en fin de compte, je sais que ça plaît pas, que dans nos idéaux, quand on était dans les mouvements de jeunesse, on vivait avec un idéal où les gens devraient voir tout le Ham Israël de la même manière. Pour moi, la politique, ça veut dire qu'Israël est fondé sur ses communautés, qu'on le veuille ou non, il y a des divisions. En fin de compte, les gens doivent mettre un bulletin dans l'urne et un représentant politique qui doit ramener des électeurs, et il est en concurrence avec d'autres dirigeants politiques. Et c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, il est obligé de satisfaire sa communauté. Alors, je suis désolée, dernière question, presque un oui-non, je vais vous demander à tous les trois. Est-ce que certains ont réussi à obtenir un vote français, oui ou non ? Je pense que certains partis, oui. Il faut vous dire les noms des partis ? Si vous voulez, allez, on est à la fin. Moi, je l'ai dit dernièrement sur une télévision israélienne. Les partis de droite, en général, ont le vote français après à répartir. Je ne dirais pas lesquels. Mais c'est certainement pas parce qu'ils prétendent s'occuper d'une question francophone. Moi, j'ai pas du tout l'impression. Je pense plutôt que c'est parce qu'ils répondent peut-être à un ordre du jour qui correspond idéologiquement à ces personnes-là. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. J'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des candidats d'origine française. J'ai un problème avec le fait que leur ordre du jour serait de venir pour apporter une solution quelconque à un problème francophone qui n'existe pas, à mon avis. Ils feraient un travail bien plus intéressant au niveau de l'intégration si leur rôle était d'arriver à vulgariser, je dirais, les enjeux de la société israélienne auprès d'un public qui ne comprend pas encore vraiment le pays dans lequel il est arrivé. Yom Tov, votre candidat Naftali Bennett, il a réussi selon vous, à obtenir un vote français, oui ou non ? Oui, alors moi, je suis d'accord sur ce qui a été dit, que de toutes les façons, les Français votent à droite. Je ne crois pas que les Français votent à droite parce qu'il y a des francophones. Maintenant, quel parti à droite vont-ils voter ? Oui, ils peuvent avoir une tendance à voter plus pour un parti de droite qui a un représentant francophone qu'un parti de droite qui n'en a pas. Est-ce que c'est automatique ? Non, mais c'est un travail qui est fait. Comme je disais, dans l'idéal, serait qu'il n'y ait pas cette division communautaire. Et je veux juste appuyer aussi sur un point qui est très important, c'est que certes, on a un représentant francophone, mais il n'est pas là
pour garder les francophones. Donc c'est un passage c'est-à-dire que obligé. moi, personnellement, mon but, et je le dis même dans toutes mes interviews, mon but est d'être à la Knesset, non pas pour que les gens parlent en français, mais qu'ils aient plus d'heures d'ulpan pour qu'ils puissent parler hébreu et allumer la télévision et comprendre ce qui se passe. Et c'est ça la différence entre peut-être une autre vision qui peut être de créer une communauté spécifiquement francophone. C'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est que les francophones deviennent israéliens à part entière. Je dois dire tout dernier mot. Voilà, mais je dois dire malheureusement que c'est le risque qu'on encourt. On le voit par exemple en France. La France n'a pas réussi à intégrer une bonne partie des populations qui sont arrivées de pays étrangers parce que je crois qu'on a voulu maintenir des communautés d'immigrés. Et à partir du moment où on rentre dans une logique associative ou dans une logique politique, on prend le risque de les maintenir. Il a plus tendance à vouloir les maintenir en tant qu'immigrés qu'à vraiment œuvrer pour leur intégration parce qu'à partir du moment où ils sont intégrés, eh ben, il a perdu son électorat. Ok, mot de la fin, méditer. Merci beaucoup à tous les trois. À bientôt. Bye bye. Merci.